présent, la Première ministre Judith Suminwa a présidé hier vendredi le Conseil des ministres, le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'investir dans l'alimentation scolaire, levier stratégique pour le capital humain et le développement durable. La Première ministre a eu l'honneur, le lundi 2 mars, de lancer officiellement à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le programme national de cantine scolaire. Bonzo était reconnu comme l'une des figures fédératrices des Banakines, un mouvement culturel et social incarnant l'identité. RTNC, la grande édition du journal. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, polémique autour du débat sur la révision constitutionnelle en RDC. Le bureau du Sénat clarifie sa position après la sortie médiatique de son deuxième vice-président Modeste Bahati. La rapporteure du Sénat précise que ses propos n'engagent ni le Sénat ni son bureau, réaffirmant ainsi la neutralité de la Chambre haute du Parlement dans ce débat. Et puis, en prélude de la célébration de la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme, la ministre du Genre, Famille et Enfants a dans son message salué la résilience et la contribution des femmes au développement du pays. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Jerry Ebonzo a été conduit en sa dernière demeure le lundi 2 mars 2026 au cimetière Kimberley. Bien avant cela, les derniers hommages lui ont été rendus à Kinshasa. Parmi les personnalités, la présence très remarquée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a témoigné son soutien à la famille éplorée et salué la mémoire d'une figure rassembleuse de la jeunesse quinoise. Regardez. Une vive émotion a marqué les obsèques de Jerry Ebonzo, membre influent de l'association Banakine, organisée à Kinshasa en présence d'une foule nombreuse, composée des proches, d'artistes et de personnalités politiques et d'anonymes venus lui rendre un dernier hommage. La cérémonie funéraire a également été marquée par la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu témoigner son soutien à l'association Banakine et saluer la mémoire d'un homme dont l'engagement en faveur de la culture urbaine quinoise aura marqué toute une génération. Était aussi présent Godard Motemona, président de l'Asbel Banakine, une figure rassembleuse de la jeunesse quinoise. Jerry Ebonzo était reconnu comme l'une des figures fédératrices des Banakine, un mouvement culturel et social incarnant l'identité, la créativité et la solidarité de la jeunesse de Kinshasa. Par son leadership et son sens de l'organisation, il avait su mobiliser autour de projets valorisant la culture urbaine, l'expression artistique et l'entrepreneuriat de jeunes. Les témoignages recueillis lors de la cérémonie ont unanimement salué son charisme, sa générosité et son attachement profond à la ville de Kinshasa. Plusieurs intervenants ont rappelé son rôle déterminant dans la promotion d'initiatives locales visant à renforcer la cohésion sociale. L'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les lieux des obsèques a suscité une forte émotion. Dans un moment de recueillement, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille, exprimant sa compassion à la famille et soulignant l'importance de soutenir les acteurs culturels qui contribuent au rayonnement de la capitale congolaise. Cette présence présidentielle a été perçue comme un signal fort de reconnaissance envers les figures de la société civile et du monde culturel, dont l'engagement participe à la construction d'une identité nationale dynamique et inclusive. Un héritage à perpétuer, au-delà de la tristesse, les proches et compagnons de lutte de Jerry Ebonzo ont lancé un appel à poursuivre son œuvre. Pour eux, le meilleur hommage reste la continuité des actions qu'il avait initiées en faveur de la jeunesse quinoise. Alors que Kinshasa lui rend un dernier salut, Jerry Ebonzo laisse derrière lui l'image d'un homme engagé, profondément attaché à sa communauté et dont l'empreinte continuera d'inspirer les générations futures. Son corps a été inhumé le lundi 2 mars 2026 au cimetière Kimberley. Autre chose à présent, la Première ministre Judith Suminwa a présidé hier vendredi le Conseil des ministres, le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'investir dans l'alimentation scolaire, levier stratégique pour le capital humain et le développement durable. La Première ministre a eu l'honneur, le lundi 2 mars,
de lancer officiellement à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le programme national de cantine scolaire à l'occasion de la journée africaine de l'alimentation scolaire sous les thèmes « Garantir l'accès à des repas nutritifs, à l'eau potable et à l'hygiène », promouvoir la sécurité et la résilience dans chaque investissement pour les repas scolaires. Elle a précisé que le choix de Kalemi incarne notre conviction profonde. Le développement doit s'enraciner dans l'ensemble des territoires de notre pays et s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2025-2030 élaborée par le gouvernement qui constitue la feuille de route nationale visant à structurer un système durable d'alimentation scolaire au service de la nutrition des élèves, de la réussite éducative et du renforcement du capital humain. À titre d'illustration, à l'école Kifungo, où la cantine scolaire fonctionne depuis 2009, les résultats sont éloquents. L'effectif est passé de 260 à près de 600 élèves. Le taux de réussite aussi entre 80 et 90%. La rétention scolaire atteint 60%. Les taux d'abandon a été réduit de 6% à seulement 0,5%. Ces succès reposent sur une collaboration exemplaire. Le Programme alimentaire mondial et l'Agence française de développement assurent l'acheminement des vivres, tandis que les communautés locales participent activement à la manutention et à la production via des champs communautaires dédiés aux légumineuses et aux céréales. Ces soutiens gratuits et durables favorisent l'appropriation locale du programme. La Première ministre reste toutefois consciente des défis persistants au niveau logistique, du faible taux de couverture de cantines scolaires à l'échelle nationale, soit environ 8%, illustrant l'ampleur du chemin à parcourir. À cet effet, les ministres sectoriels concernés ont été instruits en collaboration avec les ministres en charge du budget et des finances, de travailler en synergie, de façon coordonnée et harmonisée, afin de doter ces programmes d'une vision holistique et durable. Je l'ai dit tantôt, au cœur de la polémique autour du débat sur la révision constitutionnelle, le bureau du Sénat prend ses distances avec la récente sortie médiatique du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati. Le Sénat précise que les propos du deuxième vice-président opposés à tout changement de la loi fondamentale n'engagent que leur auteur et ne reflètent nullement la position officielle de la Chambre haute du Parlement. On écoute la rapporteure au micro de nos confrères du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif entre autres à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national marqué par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale
en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Et à la Chambre basse du Parlement, 2 projets de loi majeurs viennent d'être déposés au Parlement. Il s'agit de la ratification de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'accord stratégique conclu avec les États-Unis. Les textes ont été remis ce samedi au président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, par la première ministre Judith Suminwa. Les détails dans ce reportage d'Anim Balaka et Tété Boufoundje. L'Assemblée nationale a réceptionné le samedi 7 mars 2026 2 projets de loi majeurs portant ratification de l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les textes ont été remis au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, en présence du président du Sénat, Jean-Michel Samalukondi, et des membres des bureaux des 2 chambres des parlements. Ces projets de loi concernent notamment l'accord de paix signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, complété par une annexe relative au cadre d'intégration régionale conclu en décembre de la même année. Pour la chef du gouvernement, ces instruments juridiques traduisent la volonté des autorités congolaises de consolider la paix, de préserver la souveraineté nationale et de renforcer les partenariats stratégiques de la RDC. En tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des 2 présidents des 2 chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a présidé la session, ainsi que l'honorable président du Sénat. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Nous avons décidé donc avant la rentrée parlementaire de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix. La ratification de ces accords par le Parlement constituera une étape dans la mise en œuvre de cette dynamique diplomatique et stratégique engagée par la République démocratique du Congo pour la paix, la stabilité et le développement. Judith Suminwa a aussi pris part à la cérémonie de vernissage du livre « Quand les femmes gouvernent » écrit par Marie-Josée Bossana, doctorante en communication des organisations à l'Université pédagogique nationale. Emmanuel la commissaire et Pompoumba. Quand les femmes gouvernent, c'est le titre de l'ouvrage consacré au leadership féminin en République démocratique du Congo, baptisé ce samedi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Écrit par Marie-Josée Bossana Lukemba, doctorante en communication des organisations à l'Université pédagogique nationale, le livre analyse l'évolution du leadership féminin dans le pays entre 2011 et 2025 dans un contexte de profonde mutation politique et sociale. Je vais baptiser ce livre et j'espère que ça sera le go pour que plusieurs d'entre nous, hommes comme femmes, puissent pouvoir le lire et en tirer les leçons et voir l'ouverture que ça va pouvoir offrir à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, parce que nous sommes dans une société où nous fonctionnons avec des hommes et des femmes et que chacun doit avoir sa juste place. Merci encore à Madame Marie-Josée. Comme ça, nous conservons les pages pleinement. L'ouvrage met en lumière la progression de femmes dans les sphères décisionnelles et interroge la qualité de la gouvernance sous l'angle du genre. Je vous demanderai de découvrir la richesse qu'il y a dans cet ouvrage et pour que vous joignez également la conversation sur la place de la femme dans la gouvernance de la République. Et pour qu'ensemble nous construisons, comme vous voulez, nous créons, construisons un monde plus juste
et plus égalitaire. Pour la chef du gouvernement, cette publication enrichit les débats sur la place des femmes dans la gestion des affaires publiques, tandis que l'autrice appelle à poursuivre la réflexion pour une gouvernance plus inclusive et égalitaire. Clôture à Kinshasa de l'atelier consacré à l'amélioration de la prestation des militaires. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et de la fonction publique ont insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance, la discipline et les conditions de travail des hommes en uniforme afin d'améliorer l'efficacité des forces armées congolaises au service de la nation. Reportage. 48 heures après les travaux de l'atelier de haut niveau consacré à l'harmonisation des mécanismes de gestion des prestations sociales au profit des forces de défense se sont clôturés le vendredi 6 mars 2026. Le point d'orgue de cette cérémonie a été caractérisé par la signature du procès verbal par les parties prenantes, consacrant ainsi la matérialisation de la réforme basée sur les nouveaux systèmes de sécurité sociale intégrant les militaires et policiers ainsi que leurs dépendants. À présent, l'heure n'est plus au débat. L'urgence est devant nous et nous devons répondre à l'impératif de l'effectivité du paiement des prestations dévolues aux policiers, aux militaires et les cas échéants à leurs bénéficiaires survivants et en droit. Cela constitue la lourde charge qui a été placée sur nos épaules par les chefs de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère toute ma déférence. Les recommandations issues de ces assises jettent les jalons pour la mise en œuvre effective de l'opérationnalisation de la prise en charge des forces de défense. L'heure n'est plus aux seules déclarations d'intention. Elle est désormais à l'action. Il appartient à chacune des institutions concernées, dans le cadre de ses responsabilités, de prendre les dispositions nécessaires afin de traduire en actes les engagements pris. Elle insuffle une dynamique nouvelle pour la prise en charge immédiate du personnel militaire et policier ainsi que leurs dépendants en marge du régime spécial des sécurités sociales géré par la SENTSAP. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, célébrée chaque 8 mars, la ministre du Genre, Famille et Enfants a adressé un message à la nation saluant la résilience et la contribution des femmes au développement du pays. On écoute la ministre. Instituée par les Nations Unies, cette journée internationale nous rappelle que les progrès d'une nation se mesurent aussi à la place qu'elle accorde à ces femmes, à leur sécurité, à leur liberté, à leur capacité d'agir, de créer et de participer pleinement à la construction de l'avenir. Au moment où nous célébrons cette journée, notre pays demeure confronté à une guerre d'agression injuste à l'est de notre territoire, où des populations entières, parmi lesquelles des milliers de femmes et d'enfants, continuent de subir des affres de la violence, de l'exil et de la souffrance. Dans ce contexte douloureux, j'en appelle à la mobilisation patriotique de toutes les familles congolaises derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et père de toute la nation, dont l'engagement pour la paix, l'unité nationale et la dignité des femmes constitue un repère fondamental pour notre nation. Sous l'impulsion du chef de l'État, avec l'accompagnement du gouvernement de la République que dirige son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre, notre pays poursuit ses efforts pour restaurer la paix, renforcer la cohésion nationale et bâtir les conditions d'un développement inclusif. Car sans paix durable, les droits des femmes restent fragiles. Et sans justice,
la dignité humaine des mères blessées. Dans cette dynamique nationale en faveur de l'égalité et de la dignité des femmes, je vous invite à prendre part massivement ce 8 mars 2026 à la commémoration officielle de la Journée internationale des droits des femmes, apportant l'épargne de visibilité contre les violences basées sur le genre, symbole de notre engagement collectif pour dire non à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Notre femme du jour s'appelle Rosie Moutala. Elle est sous-directeure provinciale de la province du Haut-Katanga, expérimentée. Elle est la toute première femme à occuper cette fonction. Elle nous raconte son parcours. Je suis issue du secteur des médias où j'ai évolué progressivement dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Alors, au fil des années, j'ai acquis de l'expérience dans la rédaction, les dessins sur terrain, la production audiovisuelle, les retransmissions. Le secteur des médias, comme la plupart des secteurs professionnels à travers le monde, reste marqué par de nombreux défis pour les femmes. En tant que femme, les hommes attendent de nous plus de compétences. En plus de cela, il faut arriver à concilier son rôle d'épouse et de mère avec le métier, ce qui demande de l'organisation. Cependant, ces défis m'ont permis de développer la persévérance afin de mériter la confiance placée en moi par Madame le directeur général de la RTNC. Tout à fait. Cette nomination constitue un signal fort de l'évolution de la place des femmes dans le secteur médiatique en RDC. D'ailleurs, le premier exemple est la nomination de Madame le directeur général à la RTNC, et ici, à la RTNC Lubumbashi, nous sommes 2 femmes sous-directeurs, donc l'évolution est plutôt positive, je dirais, parce que depuis que la RTNC au Katanga est telle que telle, c'est la première fois qu'on a 2 femmes sous-directeurs. Coup de chapeau à Madame DG, Sylvie Lengue, coup de chapeau au ministre de Communication et Médias, Miaya, et coup de chapeau aussi au PCA. Alors, ma vision au niveau de la province est de renforcer la qualité des informations et des productions en mettant l'accent sur le professionnalisme de mes collaborateurs et la proximité avec la population en mettant en relief les informations et les productions de proximité parce que là, c'est l'audimat, le public qui attend plus de nous. Alors, nous devons vraiment arriver à faire des productions de proximité. Et dans la province de la Lomami, l'accès à l'électricité progresse grâce aux actions de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. À travers plusieurs projets d'électrification, l'agence s'emploie à doter les localités des solutions énergétiques durables, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie de population. Un reportage sur les images de Robert Kalemba. À Lubao, dans la province de Lomami, l'électricité n'est plus un rêve. La cité, chef-lieu du territoire de Lubao, accède désormais à l'énergie grâce au projet d'électrification réalisé par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Une avancée majeure qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, d'élargir l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment l'électricité, levier essentiel du développement local. Sur le terrain, les habitants de Lubao commence déjà à percevoir les retombées positives de cette infrastructure énergétique. Voilà, il a pensé à amener jusque l'énergie dans le recoin, à plus de 200 km. Vraiment, ça, c'est pour nous un sujet de joie et nous lui jetons des fleurs. Nous ne pouvons que remercier d'abord Rancer parce que le chef de l'État, lui seul, ne peut rien faire. Et avec l'accompagnement d'une équipe forte, il y a d'abord la volonté qui répond à sa vision que nous avons eu ces points. Lancé en 2023, le projet s'est d'abord matérialisé par l'installation de 200 lampadaires solaires pour l'éclairage public. Il s'est ensuite poursuivi avec la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 100 kW, une infrastructure qui ouvre désormais la voie au développement socio-économique de Lubao, où l'électricité devient progressivement un moteur de transformation pour toute la communauté. Et puis le groupe d'action pour la lutte contre la corruption en Afrique centrale se réunit à Kinshasa depuis lundi. Le ministre des Finances a été représenté à cette formation qui répond à une exigence stratégique régionale. Guy Matundu nous en dit plus.
La République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, s'est résolument engagée dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La rencontre des membres du GABAC, le groupe d'action pour la lutte contre la corruption en Afrique centrale, répond à cette logique. Conscient de l'ampleur de ce séminaire régional, le ministre des Finances Doudou Fouamba s'est fait représenter par Mme Gisèle Massoua. Elle est conseillère en charge de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La formation qui s'ouvre aujourd'hui, elle répond à une exigence stratégique régionale et internationale. Les cycles d'évaluation mutuelle conduits selon la méthodologie du groupe d'action financière ne se limitent plus à l'examen de la conformité technique. Ils mesurent l'effectivité réelle des dispositifs nationaux. Le secrétaire exécutif de la CNRF, aux côtés de ses pairs d'Afrique centrale, veulent renforcer la capacité des séminaristes en prélude du prochain cycle. Je suis convaincu que cette formation sera un succès et que vous aurez l'occasion de renforcer vos capacités et d'aider les juridictions du GABAC à améliorer leur système de LBC-FTP. Le représentant du GABAC tient à cette formation qui se tient dans la capitale congolaise. La formation qui nous réunit aujourd'hui vise à renforcer vos capacités techniques et méthodologiques en matière d'évaluation conformément aux standards internationaux et aux meilleures pratiques. Être évaluateur, c'est assurer une responsabilité majeure. Je me permets également d'encourager les autorités nationales à continuer dans l'expression de l'engagement politique de haut niveau, car la sortie du pays de ce processus rigide nous paraît prévisible. Le gouverneur de la Banque centrale a rehaussé de sa présence cet atelier qui a été rendu possible grâce à l'appui de l'Union européenne et de la GIZ, la coopération technique allemande. À l'Université catholique du Congo, la Direction générale des impôts a pris part aux travaux du premier colloque international de la Faculté d'économie et de développement. Une attestation de participation a été remise par la doyenne de la faculté au directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, ici représenté Gaëtan Magalano, José Dimonekene et Narcisse Makani. À l'Université catholique du Congo, la Direction générale des impôts marque sa présence aux travaux du premier colloque international de la Faculté d'économie et développement. Sa participation au deuxième jour porte sur la fiscalité. C'est une réflexion à laquelle nous avons été associés et il se trouve aussi que sur le plan des réformes, nous avons déjà initié des réponses aux préoccupations qui ont été posées ici. C'est-à-dire avec un impôt progressif, nous mettons en place des mécanismes pour que la croissance devienne inclusive. Pour le coordonnateur de cet événement, il est d'abord question de démontrer la quintessence de cette rencontre réunissant professeurs venus de 4 coins du monde, ainsi que membres du gouvernement souminois et autorités politico-administratives. Nous avons voulu beaucoup plus inviter la DGI parce que quand nous regardons le niveau de leur contribution au niveau du budget de l'État, la DGI représente une part importante. Sous le leadership du directeur général de la DGI, qui nous a voulu honorer notre université afin de pouvoir venir tenir cette conférence. Nos étudiants vont capitaliser sur la culture fiscale et en même temps aussi de voir comment donner des conseils là où ils vont gérer, là où ils vont travailler afin de pouvoir aider l'État à mobiliser suffisamment de ressources. Placé sous le thème politique de stabilisation, croissance inclusive et développement durable en Afrique, une attestation de participation a été remise par le doyen de la faculté au directeur général de la DGI, ici représenté. Première réunion stratégique à la tête de l'Office congolais de contrôle. La directrice générale ad intérim, Christelle Mouabilou, a réuni les responsables centraux et provinciaux de cet établissement public afin de fixer les grandes orientations pour le redressement et l'amélioration des performances de cette entreprise. Regardez. C'est un premier signal fort de la nouvelle direction de l'Office congolais de contrôle
La directrice générale intérimaire, Christelle Mouabilou, a présidé sa toute première réunion stratégique afin de fixer les priorités pour le redressement de l'institution. Cette première rencontre d'envergure a rassemblé le chef des départements centraux, des nombreux directeurs provinciaux, le chef d'agence. Fait notable, d'autres responsables d'entités provinciales ont même participé par visioconférence, signe d'une mobilisation générale. Au cœur des discussions, les orientations claires de la directrice générale intérimaire, le redressement et le renforcement de la performance de cet établissement public crucial pour la régulation de la qualité des produits et services en RDC, l'assainissement de la gestion financière, la stabilisation progressive de la paye, l'évaluation des effectifs et l'amélioration de la productivité demeurent parmi les priorités immédiates de Christelle Mouabilou. Nous ne sommes pas réunis ce jour pour parler du passé, mais plutôt échanger sur comment bâtir un avenir meilleur. Les défis à relever sont connus, énormes et doivent être relevés. Une nouvelle dynamique que la Direction générale de l'Office congolais des contrôles souhaite impulser pour renforcer la crédibilité de l'institution et garantir une meilleure protection des consommateurs congolais. Et pour terminer, à l'initiative du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, une matinée scientifique s'est tenue autour du thème « L'art du débat politique ». Le but est d'outiller les professeurs d'université et d'autres scientifiques, membres du parti présidentiel, des techniques et des arguments solides pour déconstruire le narratif manipulé visant le chef de l'État et l'UDPS. Alain Bikaï nous en dit plus. Dans un contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise et la multiplication des campagnes de désinformation contre la République, les intellectuels sont appelés à jouer pleinement leur rôle dans l'espace public. Pour les corps de l'élite scientifique de l'UDPS, il est essentiel que les universités prennent davantage la parole afin d'éclairer l'opinion sur les enjeux nationaux et de déconstruire les narratifs jugés mensongers. C'est dans ce cadre que cette structure informelle de l'UDPS a fait appel au professeur Jean-Paul Mbouya-Koutoumissa, responsable du Centre de recherche et de formation sur les débats et les porte-paroles. Dans son exposé, il est revenu sur les fondamentaux d'un bon débatteur politique, la maîtrise du sujet, la promotion des valeurs culturelles congolaises et le respect de son contradicteur. Parce que nous devons, nous tous, militer pour la consolidation de la démocratie. Donc nous devons respecter les valeurs, nous devons respecter les lois du pays. De son côté, le professeur Jean-Marie Béakamba, doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, estime que cette initiative arrive à point nommé. En tant que membre d'un parti politique, il est important que nos membres du corps de l'élite scientifique puissent être capables de débattre, en connaître les principes, les règles et puis les stratégies à mettre en place. Selon ces cadres de l'UDPS, face aux campagnes des informations autour des actions diplomatiques et des réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il est devenu nécessaire de renforcer les capacités argumentatives des intellectuels du parti présidentiel afin de rétablir les faits dans les débats publics.